Bienvenue à tous sur le webinaire d'aujourd'hui qui va porter sur le sujet passionnant du décret tertiaire. Donc, il y a une réglementation, comment atteindre l'objectif 2030 du décret tertiaire avec succès. On a invité notre partenaire Citron, qui est un expert en fait sur ces sujets-là de transition énergétique et qui a été sympa de répondre positivement à notre invitation pour ce webinaire et qui pourra vous donner beaucoup d'indicateurs et beaucoup d'explications assez claires sur justement cette réglementation. Donc, merci beaucoup Aubéry pour d'être là avec nous aujourd'hui. On va vous présenter, dans un premier temps, on va vous présenter en fait nos deux sociétés. Il y en a qui sont connectés, qui nous connaissent très bien. Il y en a qui nous connaissent peut-être moins. Donc, on va présenter rapidement les deux sociétés. Et puis ensuite, on fera un point sur effectivement la réglementation du décret tertiaire. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vous attend? On fera aussi un point après sur l'accompagnement. Pourquoi c'est important d'être accompagné, la sobriété énergétique, tous ces sujets-là. Et tous ces sujets aussi de coûts énergétiques et de budget à maîtriser, de consommation à faire baisser avec les nouvelles réglementations. Je vais commencer, Aubéry, et puis après, je te laisserai la main sur la partie décret tertiaire. Nous, pour nous présenter très rapidement, on est un partenaire unique de la stratégie énergétique des entreprises. On a été fondé en 2017. Le cœur de notre métier, c'est le courtage en énergie, mais au-delà de ça, on est un expert des marchés de l'énergie et on accompagne les entreprises à optimiser leur stratégie énergétique d'un point de vue financier. Donc, en fait, on va connecter les entreprises et les professionnels au meilleur prix de gaz naturel, d'électricité, d'énergie renouvelable. On a des services en interne de négociation, de gestion d'approvisionnement. On accompagne les très grands comptes aussi sur de la maîtrise des risques financiers. On est seul courtier immatriculé à l'ORIAS. On est membre de la NACOFI, ce qui veut dire que aujourd'hui, on est conseiller en investissement financier et on est audité aussi par l'AMF sur les conseils qu'on peut prodiguer en termes de consultation sur la stratégie énergétique. Et on est membre de la French Tech Toulouse. On est un membre actif de la French Tech Toulouse. Au niveau de notre accompagnement, c'est un accompagnement qui est assez global, qui va être sur la partie courtage, qui va être sur la partie effectivement mettre en concurrence les fournisseurs d'énergie pour trouver le meilleur contrat. On va être sur une partie de consulting où là, on va pouvoir accompagner les entreprises sur des contrats d'énergie dynamiques, potentiellement des prix indexés. On va accompagner les entreprises aussi sur l'accès à de l'énergie verte au meilleur prix via le mécanisme des garanties d'origine. Et ensuite, on a deux offres en fait qui viennent compléter, qui nous permettent d'être pertinents dans la réponse aux enjeux des entreprises. C'est la partie décret tertiaire et la partie pilotage. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui, parce qu'on est en partenariat avec Citron sur la partie pilotage, puisqu'on utilise Citron, qui est leur plateforme d'énergie management qu'Aubéry vous présentera. Et on accompagne aussi nos clients et futurs clients sur la partie mise en conformité pour le décret tertiaire. Donc, je vais laisser la main à Aubéry qui pourra du coup venir dans le sujet du décret tertiaire dès maintenant. Très bien, merci beaucoup Mylène pour l'introduction. Donc moi, je vais vous parler un peu de Citron. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Citron, c'est une PropTech, une Green Tech, voilà, qui existe depuis 2 ans cette année. On est un peu plus de 100 salariés aujourd'hui. On est basé à Suresnes. Et donc, on œuvre pour la transition énergétique de façon. Donc, tout d'abord, historiquement, Citron, c'est un bureau d'études, donc avec des ingénieurs spécialisés en efficacité énergétique, donc qui accompagnent les clients. Nos clients, ce sont des gestionnaires de grands patrimoines immobiliers, que ce soit dans le secteur privé, donc des entreprises, voilà, des industries, que ce soit également dans le public. On peut accompagner des collectivités, des régions, des villes et également des bailleurs sociaux, par exemple. Donc, on a cette partie conseil et on a également développé notre propre plateforme de management de l'énergie, collecter toutes les données inhérentes aux consommations d'un patrimoine immobilier et qui vient les restituer sous forme de tableau de bord pour pouvoir avoir des indicateurs pertinents pour voir comment agir. Donc, nos ingénieurs vont ensuite conseiller nos clients à partir des KPI récupérés par la plateforme pour pouvoir conseiller au mieux nos clients sur les actions justement à mettre en place pour réduire leur consommation énergétique. Donc, on va maintenant parler du décret tertiaire. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent les grandes lignes. On va dire un peu de contexte. Donc, le décret tertiaire permet de répondre à 4 enjeux. Tout d'abord, l'enjeu réglementaire qui est évident, puisque le décret tertiaire, historiquement, donc c'est une directive européenne qui a été transposée en droit français donc en 2019 donc qui permet donc également
d'autres enjeux réglementaires qui en découlent, comme par exemple le décret BACS, dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais on a fait quelques webinaires sur le sujet déjà. Il y a également un enjeu environnemental, donc qu'on connaît tous, voilà, qui est d'essayer justement de limiter justement le réchauffement climatique notamment. L'enjeu géopolitique, qui justement va de pair avec l'enjeu financier, puisqu'on l'a vu notamment la guerre en Ukraine a fait quelque peu les marchés et du coup a créé, on sait qu'il y a une volatilité justement sur les marchés de l'énergie, donc ça sera plus la partie de Capitol qui vous en parlera plus longuement après. Mais donc répondre aux décrets tertiaires, ça permet justement aussi d'être dépendant justement de cette volatilité des marchés financiers. Donc ceci étant dit, on va parler un peu maintenant du décret. Donc oui, je pense que la majorité justement les grandes lignes. Mais donc, on va parler déjà de l'assujettissement à ce décret. Donc, donc sont assujetties toutes les surfaces tertiaires de minimum 1000 m². Et on vient distinguer en fait 3 cas de figure. Donc, le premier cas de figure, c'est celui du bâtiment exclusivement tertiaire, par exemple, dans lequel se trouve Citron. C'est un bâtiment avec plusieurs entreprises donc, qui ont leur bureau ici. Donc, c'est vraiment uniquement tertiaire. On a ensuite le bâtiment mixte, par exemple avec une unité de production et un entrepôt. Donc là, on est à la fois sur du tertiaire et du primaire. Voilà. Et on a enfin en fait le cas où il y a plusieurs bâtiments tertiaires sur une même unité foncière, donc une même parcelle cadastrale. Les bâtiments de plus de 1000 m², donc soit les locataires ou les propriétaires sont donc soumis à 2 obligations. Donc, la première obligation, c'est l'obligation de suivi annuel, puisque tous les ans, il faut procéder à la déclaration annuelle de vos consommations. Donc, normalement, c'est au 30 septembre. Pour la première année, exceptionnellement, c'est au 31 décembre. Voilà, ça avait été un peu décalé. Donc, la deuxième obligation, qui est celle qui va le plus nous intéresser ici, ça va être justement l'obligation de réduction des consommations énergétiques, justement selon 2 modalités. Soit on choisit un objectif en et donc là, en fait, on va se baser sur une année dite de référence qu'on va sélectionner, qui est particulièrement consommatrice, et on va ensuite venir calculer moins 40%, moins 50% et moins 60% pour avoir l'objectif à atteindre en 2030, 2040 et 2050. Ou sinon, on va choisir un objectif en valeur absolue. Donc, l'absolu est défini justement dans des textes, dans des décrets qui apparaissent au fur et à mesure. L'arrêté valeur absolue 3 était d'ailleurs en consultation jusqu'au 30, donc sa sortie est imminente. Et du coup, justement, ces arrêtés viennent fixer les seuils à atteindre par catégorie d'activité. Ensuite, la première déclaration, donc l'obligation de suivi, enfin la déclaration annuelle, donc la première obligation qu'on a vue. Cette déclaration, du coup, il y a pas mal d'éléments à déclarer sur la plateforme. Surtout, donc la première année, ça a pu être assez complexe pour aller retrouver toutes les informations. Parce qu'il faut connaître la surface précise assujettie, les consommations annuelles d'énergie par type d'énergie, qui sont également à déclarer sur la plateforme, également le choix de l'année de référence et les consommations de référence, aux indicateurs d'intensité d'usage, et enfin, si vous en avez sur votre site, les bornes de recharge de véhicules électriques. Donc, comme on l'a vu plus tôt, c'est tous les ans au 30 septembre. Et donc Citron, nous, on accompagne nos clients déjà pour faire leur déclaration. Et ensuite, justement, il y a une API qui permettra d'accéder directement à Operate. Nos clients n'auront pas de déclaration à faire. En fait, ils nous ont... c'est en place. Et du coup, c'est la plateforme qui viendra faire le lien automatiquement entre Citron et Operate tous les ans pour que les déclarations annuelles soient faites. Ensuite, donc, pour répondre à l'obligation justement de réduction des consommations énergétiques, il y a une obligation du bâtiment au niveau énergétique. Et donc, on a identifié 4 grands champs d'action, on va dire, qu'on peut mettre en place pour atteindre ces résultats. Donc, tout d'abord, tout ce qui a trait à la performance énergétique du bâtiment lui-même. Donc là, ça va vraiment tout ce qui est lié au bâtiment, donc l'isolation, par exemple. Ensuite, il va y avoir donc, tout ce qui concerne les équipements du bâtiment ainsi que leur pilotage. Donc, également une partie très importante qu'on verra par la suite, ça va être justement la partie sensibilisation et la façon dont les occupants se comportent au sein des locaux, justement pour essayer de faire en sorte qu'ils aient des comportements qui soient les moins énergivores possibles. Et enfin,
du coup les 4 types d'actions. Si ce n'est pas possible justement d'atteindre les objectifs pour plusieurs raisons, donc on en a listé 4 ici. Par exemple, si c'est un site classé ou labellisé, donc un monument historique, et qu'on ne peut pas agir par exemple sur l'isolation extérieure parce que ça viendrait défigurer le bâtiment. Donc là, ça va être une première explication possible. Enfin, il va y avoir l'aspect sécurité également. Voilà, par exemple, justement, on se trouve dans le cadre d'un EHPAD où justement les températures sont plus élevées que dans des bureaux. On ne pourra pas non plus réduire les consommations à ce niveau-là. Enfin, le volume d'activité, par exemple, si votre site passe de 3 jours d'activité à 5 jours d'activité une année, ça va aussi être quelque chose qui va pouvoir se justifier. Et enfin, le coût de l'action. Donc, si les actions en fait que vous devrez mettre en place pour atteindre l'objectif, retour sur investissement trop long, enfin trop important et un temps de retour sur investissement trop long, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle un dossier technique de modulation, donc qui se baserait sur un audit énergétique et qui vous permettra justement de justifier pourquoi vous ne pouvez pas atteindre l'objectif demandé par le décrétaire. Et enfin, donc, pour parler justement de la partie sanctions, les sanctions du coup sont de 3. Donc le name and shame qu'on connaît tous, du coup, ça sera le fait d'avoir le nom d'entreprise qui sera publié sur un site de l'État, donc qui n'est pas encore sorti aujourd'hui. Et du coup, donc cette parution aura lieu 3 mois après la mise en demeure qui sera restée fait de la part justement de la personne qui n'aura pas répondu au décret. Ensuite, il y a évidemment une amende financière donc, qui est de 7 500 € par personne morale et par site et de 1 500 € par personne physique et par site. Donc, ces amendes, du coup, qui auront lieu tous les ans jusqu'à temps que, justement, les personnes concernées se mettent en conformité avec le décret. Et enfin, donc une sanction également qui touchera la valeur patrimoniale du bien, puisque, du coup, une fiche de notation éco-énergie tertiaire qui sera indexée justement au baux et aux documents de vente. Je vais reprendre la main, peut-être juste pour te noter, Aubéry, je ne sais pas si tu peux y répondre maintenant ou plutôt à la fin du webinaire. Il y a 2 questions pour toi quand tu étais en train de parler. Une question d'Alexis W. Je suis désolée, je n'ai pas les noms, je vais être obligée de parler avec les prénoms. Avez-vous une date prévisionnelle de sortie pour l'arrêté VA3 ? Alors non, c'est pas encore, on n'a pas encore de date prévisionnelle. Il est en consultation jusqu'au 30 mai. En général, ça sort toujours dans les mois après les consultations. Mais il y a un webinaire de la DHUP et de l'ADEME qui est prévu pour le 5 juillet. Je pense qu'ils nous en diront plus à ce moment-là. Ok. Et la deuxième question, peut-être que ça, si tu peux y répondre maintenant ou à la fin, c'est dans le cas où le projet est une rénovation d'un bâtiment en inactivité depuis plusieurs années, est-ce qu'on est obligé de prendre la valeur absolue comme référence car il n'y a aucune information du passé? Enfin, il dit n'est-ce pas? Donc, c'est quelqu'un qui pense qu'il est obligé de prendre la valeur absolue comme référence. Ok, bah, je pense que pour ces questions-là qui sont plus techniques, on les fera à la fin, comme ça évite de à la fin, comme ça tu peux. Ok, ouais, ça coûte pas. Parfait. Je les donne, mais comme ça, on répond à la fin aux questions. J'ai accès aussi. Ouais. Ok, super, merci. Je ne savais pas si tu avais accès. Super, merci beaucoup. Sur l'accompagnement, sur ce qu'a expliqué Aubéry en introduction, nous, on va surtout avoir la brique, effectivement, enjeux financiers. Puisqu'on est conseiller en investissement financier et que les clients qui viennent nous voir au niveau du décret tertiaire, alors il y a l'objectif et l'enjeu de mise en conformité, mais surtout, j'avais pas pensé là, ça, il y a 2 gros enjeux en fait qui sont peut-être les vôtres. Le premier, c'est piloter les coûts et les consommations énergétiques, parce que effectivement, comme elle l'a dit, il y a eu une vraie crise sur le marché de l'énergie l'année dernière. Les prix restent encore très très hauts aujourd'hui, mais sont redescendus quand même à des niveaux plus corrects. On en parlera un petit peu plus tard. Et le deuxième enjeu, c'est bien sûr répondre aux obligations légales du décret tertiaire. Et quand j'entends répondre aux obligations légales du décret tertiaire, bien entendu, c'est de ne pas avoir les sanctions financières qui sont prévues en cas de non-conformité. Donc, comment ça se passe, nous, au niveau, les clients qui font appel à nos services pour la partie en conformité au décret tertiaire, sur l'enjeu piloter les coûts et consommation énergétique. En fait, grâce à la plateforme dont vous a parlé Aubéry, ce qui est vraiment très bien, c'est que, vous allez pouvoir suivre votre consommation et les coûts énergétiques associés via la récupération des factures. Mais en fait, c'est une plateforme qui va se connecter d'un côté à Enedis pour récupérer vos courbes de charge et de l'autre à votre espace client pour récupérer en fait toutes les données financières. Ce qui va permettre en fait, quand il y a une dérive énergétique ou un pic de consommation, c'est toujours important pour pouvoir mettre
mettre des actions correctives finalement, de savoir quel jour et à quelle heure ça s'est passé. Donc ça, Citron permet en fait de récupérer la courbe de charge, de récupérer les factures pour voir combien coûtent les consommations. Ça permet aussi tout de suite de voir quand on met des actions d'efficacité énergétique ou de baisse de la consommation, de voir tout de suite sur le budget est-ce que ça a un impact positif ou pas. Puisque c'est vrai que les clients qui viennent nous voir, nous, c'est surtout, à un moment donné, il y a eu une crise, les budgets énergétiques pour certaines entreprises sont très importantes et donc réduire la consommation, c'est avant tout aussi réduire le budget énergie à l'année, quoi. Donc sur la plateforme, on va avoir on va s'appuyer sur ces données-là, consommation, coût, on va analyser les courbes de charge via Enedis, on va aussi pouvoir suivre les puissances atteintes, c'est-à-dire que dans votre contrat d'énergie, vous allez souscrire à une puissance de compteur. Et dans l'utilisation de votre compteur, vous allez atteindre une certaine puissance. Et en fait, cette plateforme-là vous permet en fait de savoir de quelle puissance vous avez réellement besoin. Et si vous avez besoin d'une puissance inférieure, nous, on va pouvoir faire les changements aussi pour vous permettre de baisser le budget acheminement. Et ensuite, il va y avoir, ce que je disais tout à l'heure, une détection des dérives énergétiques. Et ça, c'est hyper important parce que aujourd'hui, nous, on a des clients qui ont surtout sur des multi-sites, points de livraison multi-fournisseurs. On a des clients en fait qui vont avoir des bâtiments avec, je pense à des franchisés sur une activité, par exemple de restauration. Ils vont normalement avoir le même profil de consommation sur l'ensemble des bâtiments. Et en fait, on se rend compte qu'il y a certains bâtiments où il y a des dérives énergétiques parce que des bâtiments vont consommer beaucoup plus que les autres. Ils sont soumis au décret tertiaire et donc il y a certains bâtiments qui ont plus de mal à atteindre l'objectif, qui ont plus de mal à faire à baisser leur consommation. Donc ça, c'est important aussi d'avoir une plateforme technologique, une plateforme SaaS, parce que quand vous devez faire et que vous avez plusieurs fournisseurs, plusieurs points de livraison, plusieurs sites, et que vous devez en fait à la fin, en septembre, relever les comptes sur la consommation effective de votre bâtiment, c'est toujours plus simple de vous aider d'un logiciel en fait qui va collecter la donnée de manière automatique. Donc ça, c'est le premier enjeu que nous, on traite en fait à travers le décret tertiaire, donc coût, consommation. Et en fait, concrètement, comment ça se passe au niveau la réponse aux obligations légales du décret tertiaire. Déjà, la première chose à faire, parce que c'est arrivé qu'il y ait des entreprises qui viennent nous voir pensant qu'elles étaient éligibles. En fait, la première étape, déjà, c'est d'analyser le périmètre pour savoir si vous êtes éligible ou pas au décret tertiaire. Parce que parfois, vous pensez que vous l'êtes parce que vous êtes sur un code NAF tertiaire ou parce que vous avez, parfois, surtout c'est l'inverse, vous pensez que vous n'êtes pas éligible parce que vous êtes une entreprise avec une surface de moins de 1000 mètres carrés, sauf que vous êtes en fait intégré à un bâtiment qui, lui, fait plus de 1000 mètres carrés et qui, lui, est soumis au décret tertiaire. Donc ça, c'est vraiment important. Déjà, la première étape, est-ce que je suis soumis ou est-ce que je ne suis pas soumis? Ensuite, on va vous accompagner avec Citron sur l'élaboration du fichier patrimonial qui est demandé par Opérate. Donc là, ça reprend et c'est vraiment un vrai avantage, et je répète, alors pour tous les sites, mais surtout pour les multisites, tout ce qui va être cleaner le périmètre de consommation, calculer l'ensemble de vos surfaces de bâtiment. Donc, on peut faire avec les plans. Il y a des fois des clients qui nous ont demandé, qui étaient dans notre région, de nous déplacer pour pouvoir venir sur site et puis vérifier quelles sont les surfaces qui sont assujetties ou non, parce que parfois il y a un toit qui est ouvert, parfois il n'y a pas de toit, parfois il y a des différentes surfaces parce qu'il y a différentes activités et sous-activités. Donc nous, on va regarder aussi les surfaces du bâtiment, les informations bailleurs, les parcelles cadastrales, et comme le disait aussi Aubéry, c'est qu'on va récupérer des informations sur l'amplitude horaire du bâtiment, c'est-à-dire entre quelle heure et quelle heure en fait il y a de la consommation d'énergie dans le bâtiment, le nombre de salariés par rapport à la surface, pour aussi vous permettre d'avoir une vraie analyse de l'utilisation de la consommation de votre bâtiment. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, il va y avoir un calcul de la N-référence qui est chez Citron, pour le coup, qui est fait par les équipes de Citron. Donc là, il y avait une question sur quelle année il faut prendre. Nous, on s'appuie sur l'équipe d'énergie manager de Citron qui va déterminer un objectif en valeur absolue ou en valeur relative. Et ensuite, il y a une mise à jour du périmètre et déclaration annuelle pour permettre en fait d'être en conformité
avec la réglementation. Donc en fait, vraiment, si demain vous êtes soumis au décret tertiaire, ou vous ne savez pas si vous êtes soumis au décret tertiaire, l'accompagnement sur la mise, sur le démarrage de la conformité, c'est important quand même de vous appuyer sur des experts. Dans quelques années, cette partie-là sera rodée, donc il faudra passer plutôt au Berry, tu me dis si je me trompe, mais là on est vraiment sur une partie de mise, on démarre en fait vraiment la conformité avec de la déclaration, donc là on est vraiment dans quelque chose de très administratif finalement, déclaratif, mais le vrai enjeu derrière, c'est de passer sur une cartographie de comment je consomme, qui consomme le plus, quel bâtiment consomme, et ensuite derrière de passer sur des plans de sobriété énergétique, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais pour baisser ma consommation finalement. Ça, vous le proposez, ça, cette partie-là là, aujourd'hui, on doit mesurer, mais demain, on doit agir, quoi. Tout à fait. Là, le contexte actuel, c'est surtout vous mettre en conformité sur la partie administrative. Ouais, la partie déclarative. Ouais. Là, j'ai justement une question où Patrick dit, vous ne parlez que des surfaces de plus de 1000 m², mais quid pour celles de moins de 1000 m²? Alors, ça dépend du contexte de la question, mais effectivement, le décret tertiaire, il est que sur les surfaces de plus de 1000 m². Mais encore une fois, si vous avez une activité dans un bâtiment, si vous avez une activité, par exemple, un coiffeur dans un centre commercial, un coiffeur, sa surface, son local, il doit faire peut-être 100 m². Donc moins de 1000 m², mais il est dans un centre commercial qui, lui, fait plus de 1000 m² et qui, lui, est soumis au décret tertiaire, donc il l'est soumis, normalement. C'est ça, oui, Berry? Tout à fait. En fait, oui, c'est le cas d'avoir justement plusieurs sites tertiaires sur une même parcelle cadastrale, ou même, par exemple, même dans un bâtiment de bureau, par exemple. Si on a différentes entreprises qui ont toutes des bureaux, mais inférieurs à 1000 m², mais qu'elles sont quand même sur un site total fait plus de 1000 m² de surface tertiaire, toutes les entreprises sur ce site seront justement soumises au décret tertiaire. Du coup, c'est ce qu'on appelle des EFA, donc entités fonctionnelles assujetties. Oui. Et bien justement, Patrick avait une question sur, il semble que ce ne soit une question de conformité, mais un enjeu de sobriété énergétique dans tous les bâtiments tertiaires et résidentiels. Oui, effectivement, c'est la loi Elan, c'est-à-dire que il a été en fait identifié, le tertiaire a été identifié comme le secteur qui fait le plus de mal à la planète, entre guillemets. Et donc, du coup, c'est pour ça que l'obligation, pour l'instant, elle est sur le tertiaire et pas sur les industriels, mais ça va y venir. Mais effectivement, c'est un enjeu avant tout de sobriété énergétique. Et d'ailleurs, je vais laisser la parole à Aubéry qui va vous parler justement de la partie sobriété énergétique et donc les actions. C'est-à-dire aujourd'hui, la partie administrative, la mise en conformité sur vraiment de cartographie, mon périmètre, combien je consomme et je déclare. Et puis demain, les vrais enjeux, c'est qu'est-ce que je fais pour baisser ma consommation. Alors. Donc, chez Citron, on a une définition justement de la sobriété qui nous est un peu propre. Je ne sais pas si vous la partagez aussi. En fait, nous, historiquement, on travaille énormément sur tout ce qui était efficacité énergétique. Et pour nous, l'efficacité énergétique, ça va être adapter ses consommations à son réel besoin. Par exemple, ça va être faire un relamping land, donc avoir exactement, on va dire, la même quantité d'éclairage, mais justement avec de la LED, donc qui va venir moins consommer qu'un éclairage classique. Alors que la sobriété, ça va être réduire son besoin pour réduire ses consommations, donc réinterroger son besoin. Par exemple, baisser la température de consigne ou justement baisser l'éclairage à un moment de la journée où on se rend compte que la lumière naturelle est suffisante. Donc voilà, donc on a mis en place justement chez nos clients pour atteindre le décret tertiaire, l'objectif du décret tertiaire et également pour justement atteindre aussi des objectifs de plan de sobriété. Donc d'ailleurs, l'acte 2 est sorti hier, l'acte 2 du gouvernement et du coup, pareil, au sein de ce aussi plusieurs actions de sobriété à mettre en place en fonction des secteurs d'activité. Donc on a du coup pris des cas concrets justement d'un de nos clients donc, qui a donc des magasins de bricolage, pour vous donner un peu de contexte. Donc là, je vais vous donner un peu des types d'actions par rapport aux différents usages du bâtiment qu'on a pu mettre en place et sur lesquels on a justement des retours d'expérience. Donc tout d'abord, concernant donc l'éclairage,
l'action de sobriété qu'on a mise en place, justement, c'était, en fait, on s'est rendu compte que donc, au milieu de la journée, donc entre 11h30 et 15h, la lumière naturelle était largement suffisante pour éclairer justement convenablement justement le site. Et donc, la consigne justement, qui a été donnée a été de couper justement l'éclairage pendant cette heure et de se contenter de la lumière naturelle. Donc, on a pu voir que l'action justement a permis une réduction de la consommation d'éclairage de 5% à l'année. Donc ça, c'est vraiment des actions qui sont très simples à mettre en place, en fait, et donc, du coup, qui vont avoir un ROI presque immédiat. Et l'action d'efficacité, donc qui, pour le coup, a un retour sur investissement, du coup, qui va être plus long, mais qui va être aussi beaucoup plus important à terme, ça va être justement le fait de faire ce qu'on appelle un relamping LED, donc de remplacer un éclairage ancienne génération par de la LED. Et donc là, on a pu voir justement que cette action a permis de générer des économies justement en éclairage de 25%. Donc on a en dessous dans le tableau justement tout l'impact, qu'il soit financier, énergétique, donc en kilowattheure, et environnemental. Ensuite, donc on peut agir également au niveau de la température. Donc là, c'est vraiment des grands exemples types que j'ai donnés, mais voilà, c'est des exemples parmi beaucoup d'actions qu'on a pu mettre en place. C'est vraiment par rapport à la température. L'action de sobriété, ça a été aussi de venir réinterroger le besoin par rapport à la température pour pouvoir voir si on ne pouvait pas justement baisser un peu cette température en hiver tout en restant quand même dans une température de confort pour justement les salariés du site et les clients du magasin. Donc voilà, donc on a choisi d'abaisser la température de consigne de 2 degrés, ce qui a permis de générer 3% justement d'économie sur la consommation de gaz du site. Et l'action d'efficacité, donc ça a été d'installer des déstratificateurs d'air, avec des appareils fixés au plafond qui vont permettre de faire en sorte que l'air chaud redescende à la surface, qui vont justement permettre de faire des économies sur le chauffage. Et là, on a pu voir justement que cette action a permis de faire des économies justement par rapport à la consommation en gaz de 5%. Et enfin, donc pour finir, avec 2 actions d'efficacité, j'ai toutes les deux du coup de sondes, donc des sondes de température pour l'une et de sondes crépusculaires pour l'autre. Donc les sondes de température, on les a placées à différents endroits du magasin parce que justement par rapport à la façon dont le magasin est exposé, la température va vraiment pouvoir varier d'une zone à une autre. Et du coup, on a fait en sorte d'homogénéiser la température au sein de l'entièreté du magasin pour éviter de surchauffer et de surclimatiser certaines zones. Et ça a permis quand même du coup de réduire la consommation énergétique globale de 17%. Donc, ce qui est quand même très intéressant avec du coup les gains associés. Et la sonde crépusculaire, donc, qui va permettre justement de détecter le besoin en éclairage. Donc là, c'était au niveau du parking. Et du coup, qui va justement permettre à l'éclairage du coup de s'éteindre lorsqu'il y a un éclairage naturel qui est suffisant. Et du coup, cette action qui a permis d'économiser environ 5% du coup, sur la consommation en éclairage du site. Super, merci beaucoup Aubéry. Je vais reprendre la main moi sur la partie du coup marché de l'énergie. Je vais me dépêcher pour qu'on puisse prendre le temps de répondre aux questions aussi en fin de webinaire. Comme tu le disais, la sobriété énergétique, donc ça, on le voit quand tu l'as présenté juste là. Effectivement, ça va avoir un impact financier, un impact en consommation et forcément un impact environnemental. Sur l'impact financier, effectivement, moi, je vais le prendre avec notre casquette à nous chez Capital Energy. C'est que là, ce que vous voyez, c'est l'évolution des prix de l'électricité et du gaz depuis décembre 2021. Et donc, en fait, on voit que l'été dernier, il y a eu un pic assez énorme. T'en parlais aussi en début de présentation. C'est que quand on est trop dépendant énergétiquement et que on a une très, très grosse consommation, on est sur un marché, en fait, qui connaît des volatilités journalières parce qu'on est sur un marché financier puisque le gaz et l'électricité sont des produits financiers. Et donc, en fait, là, ce qui s'est passé l'été dernier, ça a été surtout la crise en Ukraine et pas que. C'est-à-dire la crise en Ukraine, le gaz a flambé parce que c'est un marché d'offres et de demandes. Donc l'offre, c'est l'approvisionnement
l'approvisionnement. La demande, c'est les entreprises ou les consommateurs, ou les particuliers qui consomment de l'énergie, donc c'est-à-dire tout le monde et toute la planète. Et en fait, effectivement, quand on arrive sur un moment ou une actualité où on va pas avoir de gaz, où il y a des risques de coupure, et ben du coup, et que la demande est toujours très importante, le prix flambe. Et étant donné qu'on utilise, on utilise du gaz pour créer l'électricité, et ben c'est corrélé. Donc, quand il y a eu quand ça a flambé sur le gaz, ça a flambé sur l'électricité. Et sur l'électricité, en plus, sur la partie nucléaire, effectivement, il y a des gros projets d'énergie renouvelable, de parcs d'énergie, de parcs d'éolien, de parcs solaires, de parcs d'énergie provenant de l'hydroélectricité, donc toutes les énergies renouvelables qu'on peut connaître. Mais ça prend un peu de temps, en fait, la mise en place et surtout le fait que ça fonctionne et que ça puisse répondre à la demande. On a un parc nucléaire qui est assez vieillissant, des réacteurs qui tombent en panne assez souvent. Et là, il y a encore des réacteurs, il y a un arrêt de réacteurs chez EDF. Donc, l'offre, elle est un peu amputée, ce qui fait que les prix flambent. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a eu aussi l'année dernière, sur le mois de décembre, une demande générale de baisse de la consommation et d'efforts énergétiques, parce que quand on baisse la demande et que l'offre reste au même niveau, ben, on arrive à baisser les prix de l'énergie. Aujourd'hui, les prix sont en train d'augmenter. Au niveau du contexte actuel, on est dans une période de transition, mais c'est vrai que la SN s'inquiète de la manière dont le parc nucléaire va s'adapter en fait aux épisodes de canicule. Il demande à EDF de fournir des plans d'action pour l'été à venir. Donc, il y a vraiment des peurs sur une offre qui va baisser. Par contre, sur l'offre gaz, effectivement, on est redevenu à quelque chose un niveau assez normal. Enfin, c'est normal, pas dans les prix, mais on est redevenu à un approvisionnement en fait qui nous permet de combler, enfin de répondre à la demande nationale, pardon. Et donc, c'est vrai que tous ces enjeux de sobriété énergétique permettent aussi sur la partie prix et la partie financière de baisser les prix. Et en dehors de baisser les prix, nous, on a vu des entreprises, on a vu des clients qui sont rentrés vraiment dans des plans de sobriété énergétique, comme tu l'expliquais avant, qui ont mis ces actions en place que tu as montré avant, dont nous, on a pu calculer les impacts sur le budget. Enfin, surtout, c'est qu'on a vu une consommation baisser et donc un budget baisser. Et c'est important aussi pour l'indépendance. Si demain une autre crise devait arriver et que les prix devraient flamber, de maîtriser sa consommation d'énergie permet aussi de ne pas se retrouver dans des situations délicates financières. Ça, je vais passer. Donc je fais le lien aussi entre nous, on fait le lien entre la sobriété énergétique, les enjeux qui sont vraiment très importants pour la planète aussi, mais pour les entreprises, surtout avec les crises qu'on vient de connaître sur la partie financière. Je te laisse la main sur la partie. Donc c'est vrai que, enfin, juste pour conclure, nous sur notre partie, c'est vrai que nous on a la partie vraiment financière, budget. Vous avez vraiment la partie sobriété énergétique. Et en fait aujourd'hui, si une entreprise veut vraiment pouvoir maîtriser cette partie-là, elle doit acheter au bon moment. Donc, finalement, dans l'énergie, il n'y a que deux pans. Il y a l'achat d'énergie et ensuite, il y a la consommation d'énergie. Donc, nous, on intervient sur la partie achat et vous sur la partie consommation. Tout à fait. Donc, oui. Donc, nous, on répond aux défis en alliant à la fois le digital et l'humain. Donc, c'est vraiment le pari de Citron d'augmenter justement l'homme avec le et donc de pouvoir avoir justement de la data très très fiable et mise à jour régulièrement, mise à jour en temps réel pour pouvoir vraiment déjà détecter toutes les actions et pouvoir vraiment suivre les consommations, détecter les meilleures actions à mettre en place et ensuite justement établir les plans d'action pour atteindre les objectifs du décret tertiaire. Donc, c'est également une plateforme qui est collaborative, donc qui permet à tous les prestataires justement et toutes les parties prenantes d'un projet d'avoir accès aux données. Voilà, donc ce qui permet également de mieux piloter les actifs d'un site. Également tout l'historique, donc sur toutes les années, pour tous les types de consommation, tous les types d'énergie. Et ce qui permet également donc, de la transmission justement en cas justement de changement de propriétaire, de locataire. Et également du coup d'avoir un bâtiment qui est en bonne santé puisque ça permet de détecter les dérives et du coup de pouvoir prévoir les différents travaux à mettre en place.
On en a fini, nous, pour ce webinar. On voulait finir un tout petit peu avant pour pouvoir répondre aux questions. Il y avait beaucoup de questions pour toi, Aurélie. Ouais, Si à tu veux mesure. les voir ou est-ce que tu veux que je te les partage? Au fur et à mesure, Ok. concernant. Après, il y a peut-être Ouais, où il va falloir que tu j'ai reviennes vers noté. plus tard, je sais pas. Euh, Il y avait il y le a projet. de la rénovation, ouais. Ouais, le projet de rénovation d'un bâtiment en inactivité depuis plusieurs années. Est-ce Alors, qu'on en doit fait, en la général, valeur absolue? ouais, comme année de référence, là, on prend la première année pleine d'exploitation et mieux de prendre comme objectif la valeur absolue. Je ne sais pas si, du coup, ça répond bien à la question. Bah, Mais en tout cas, lui, il l'année de demande si on référence, est obligé. Donc, peut-être, lui, bah, il demande si on est obligé. Donc, en fait, il n'est pas obligé, mais c'est mieux de le faire. en fait, l'année de référence, ce ne sera pas la valeur absolue, mais ce sera la première année pleine d'exploitation. Et en revanche, du coup, pour atteindre l'objectif, c'est mieux de prendre la valeur absolue, puisque si c'est un bâtiment qui est rénové, il sera normalement proche justement des consommations d'un bâtiment neuf. Et normalement, c'est comme ça qu'ont été justement prévues les valeurs absolues. Donc, D'accord. il n'aura pas intérêt à prendre moins 40% comme objectif, parce que ça sera très difficilement atteignable si le bâtiment a une rénovation récente. D'accord. Effectivement, là, il y avait une question conformité, mais un enjeu de sobriété énergétique. Je pense que tu y as répondu, toi, dans tes slides. Un entrepôt avec bureau de moins de 1000 mètres carrés est-il concerné? Un entrepôt avec que des bureaux de moins de 1000 mètres carrés, ça dépend s'il est accolé, non, à un autre Ouais, entrepôt. ça, j'ai Ça aussi dépend répondu. Bah, ça sa parcelle. Ah, j'ai pas vu, excuse-moi, je vois pas tes réponses, en fait. Ah En oui, fait, si. ça dépend. Le Ouais, tout fait plus ou moins de 1000 mètres carrés. S'il fait plus de 1000 mètres carrés, alors tout est assujetti, ouais. puisque les entreprises sont assujetties au décret tertiaire. Mais par contre, s'ils font moins de 1000 mètres carrés, le site n'est pas assujetti. Ouais, il faut regarder là. Nous, on regarde pour les clients, on regarde la parcelle cadastrale et s'ils sont accolés et que tout le bâtiment fait plus de 1000 mètres carrés, on les accompagne. Chez Citron, pilotez-vous des actions avec des capteurs? Bah, la GTB, vous le faites ça avec des capteurs? La V2 de la plateforme? Euh, Pilotez-vous des actions avec des capteurs? et, oui, bah, nous, du coup, on vient collecter toute la donnée issue. On ne peut Mm. pas encore faire de pilotage à distance, mais oui, on vient récupérer toute la donnée que vont émettre ces capteurs sur la plateforme. Mais j'ai pas vu cette question. Ah Elle oui, vient c'est d'être. bon. Ok. Bonjour, dans le cas d'un propriétaire de bâtiment, mais où ce sont les locataires qui payent et gèrent leur contrat d'électricité, le propriétaire doit-il déclarer les consommations de ses locataires? Ouais, alors ça, c'est vraiment un sujet très important. Nous, on a fait plusieurs webinaires sur le sujet l'année dernière, qui sont sur la GADS. Mhm. En fait, c'est important justement de se rapprocher de son propriétaire ou de son locataire pour savoir qui fait quoi. Mhm. Parce que forcément, ils n'ont pas défini de personne qui doit obligatoirement porter le projet. Donc, c'est propriétaire ou locataire selon les cas. Et donc, c'est vraiment important de communiquer justement avec le preneur à bail ou le bailleur pour pouvoir justement voir qui fait quoi et répartir les responsabilités. Mhm. Nous, quand on a eu un cas comme ça où en fait parfois le propriétaire s'occupait et gérait pour le locataire effectivement les déclarations. Dans d'autres cas, non, il souhaitait pas le faire. Par contre, dans tous les cas, si c'est un bâtiment multilocataire et que le propriétaire a un contrat d'électricité en son nom pour les parties communes, il faut quand même qu'il donne les consommations réparties. Ça, c'est une obligation qu'il a. Enfin, moi, c'est les propriétaires qui donnent. C'est-à-dire que si vous êtes propriétaire d'un bâtiment où dedans il y a plusieurs locataires et que vous avez un couloir, des escaliers, un ascenseur commun et que le contrat d'électricité, c'est vous qui le payez, vous êtes quand même Oui, obligé de leur donner leur consommation répartie pour que eux, ils l'intègrent dans leur déclaration si jamais vous ne le faites pas. ouais, tout à fait. Ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de propriétaires qui ne le savent pas forcément et ils ne le font pas consciemment, mais qui ne donnent pas les consommations réparties. Donc, du coup, les locataires, ils ont une déclaration qui est pas complète, quoi. Qui est pas. D'accord, merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste 4 minutes, je crois. Donc, si on doit répondre aux questions. Euh, ne sont concernés que les mètres carrés chauffés, non? Chauffés ou refroidis? Enfin, même pas. Ouais, chauffés, refroidis. Tout, en fait, à partir du moment. Oui, tout. Ouais, Parce qu'il peut y avoir du coup aussi de l'éclairage. ouais.
Après, dans le fichier patrimonial, ça, c'est quelque chose qui est demandé comme détail. Si vous mettez la surface d'un bâtiment, par Oui. exemple, 1200 mètres carrés, on va vous demander les mètres carrés qui sont refroidis et les mètres carrés qui sont réchauffés, qui sont chauffés. Okay. Ça, on va vous demander. Mm. Et ça, c'est assez compliqué. C'est pareil pour peut-être, ils posent pas la question, mais nous, on l'a eu pour des clients, de bien choisir sa catégorie d'activité. Oui. Ouais. J'ai vu quelque part la date de 7-2026, septembre 2026, de modulation des objectifs. Vous confirmez? Ça, c'est déjà en 2026? Ça, j'ai pas vu cette information. On pourra se renseigner notamment au moment du webinaire de juillet, qui va justement permettre de faire le point sur la réglementation, sur l'arrêté, sur justement les prochaines étapes. Donc, je pense qu'il y aura une partie dédiée à la modulation. Là, on a aussi, bonjour, les mètres carrés d'un escalier sont-ils à prendre en compte? Oui, oui, oui. Ça va être justement au niveau de du coup, les différents types. On a fait un webinaire aussi à ce sujet-là avec justement un avocat spécialisé en baux, justement, qui avait fait justement cette répartition-là. Puisque du coup, il va falloir distinguer justement les surfaces privatives, les surfaces communes, enfin où les consommations justement sont partagées ou non. D'accord. Là, on dit que septembre 2026, c'est la date. La date limite pour les dossiers techniques de modulation. Ouais, pour moi, c'était ouais. Okay. J'ai pas l'info. J'ai pas l'info, mais on peut se renseigner. Ouais. Ok, je ne sais pas s'il va y avoir encore des questions. On attend quelques secondes. Là, je vois plus de questions. En tout cas, vous étiez beaucoup vous avez beaucoup interagi. Merci beaucoup. Il y a eu beaucoup de questions quand même. Beaucoup pour toi. Je vois que le décret tertiaire, même si ça a commencé il y a quelques temps, il y a encore beaucoup de questions quand même sur ce sujet-là. Vous pouvez nous... Ah oui. Il y a encore beaucoup de questions sur qu'est-ce qui est assujetti, quelles sont les obligations. Puis c'est surtout que, en fait, il va falloir préparer l'avenir, quoi. Il va falloir préparer la suite. Une fois qu'on va savoir combien on consomme, il va falloir savoir ce qu'on fait pour consommer moins. Donc ça, Citron, vous êtes les experts sur cette partie-là aussi. En tout cas, merci beaucoup. De vous être connecté aujourd'hui avec nous. Et puis, nos deux sociétés restent à votre disposition, que ce soit pour la partie achat ou pour la partie sobriété énergétique. On vous a mis dans le chat, les liens vers nos sites respectifs pour que vous puissiez contacter Citron ou Capital Énergie selon vos enjeux et vos besoins. Je vois une dernière question. Merci pour la présentation et vos réponses, avec grand plaisir. Où peut-on trouver le lien vers le webinaire de juillet? Ça, c'est toi qui fais un webinaire chez Citron? C'est le webinaire justement du ministère de la Transition écologique, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore envoyé le lien. Puis on pourra le communiquer au public. Mais dans tous les cas, nous, on fera un webinaire ensuite qui reprendra toutes les informations importantes de ce webinaire-là pour pouvoir les communiquer justement à la plus grande échelle. Ok. Donc après ça, sur ton site, vous avez un endroit où tu peux voir les webinaires, les ressources, etc. On a un centre de ressources avec tous les webinaires qu'on a. Okay. Petite dernière question. Faites-vous des STD systématiquement pour s'assurer de la réduction de consommation? Non, on ne va pas en faire systématiquement. Ça va dépendre vraiment de chaque cas de figure, de chaque typologie de bâtiment. Ok, je pense que tu as répondu à toutes les questions. Je pense qu'on a répondu à tout le monde. Merci beaucoup, Aubéry. C'était très sympa. Merci et puis, on reste disponible ultérieurement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter en direct. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir.